Alors que la crise s'accentue au Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a encouragé mardi le Conseil de sécurité à envisager la prise de sanctions à l'égard des responsables de l'instabilité dans l'Ouest africain. Très attentif aux événements dans la région, le chef de l'ONU a critiqué les exactions perpétrées à l'encontre de la population. Je suis extrêmement préoccupé devant les informations selon lesquelles des groupes armés auraient commis des graves violations des droits de l'homme, en particulier des exécutions sommaires, des viols et des actes de torture. L'instabilité et l'insécurité ont conduit plus de 250 000 Maliens à se réfugier dans les pays voisins. 174 000 d'entre eux ont aujourd'hui le statut de déplacés internes. Ban Ki-moon a pointé du doigt la fragilité des institutions démocratiques sur le continent africain, mais aussi les urgences humanitaires à ne pas négliger. Un pilier régional de la démocratie a complètement dévié de la voie constitutionnelle, compromettant des années de progrès. Une crise alimentaire et nutritionnelle déjà horrible a encore empiré. Le chef de la diplomatie onusienne prône une approche globale et compréhensive de la situation au Mali, compte tenu de sa complexité. L'Union africaine et la CEDEAO se joignent à l'Organisation des Nations Unies pour condamner le coup d'État et les méthodes employées pour prendre le pouvoir. Les développements qui ont eu lieu au Mali ont porté atteinte à deux des principes les plus fondamentaux de l'Union africaine. D'une part, le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de ses États membres. De l'autre, le rejet de changements anticonstitutionnels et de la prise du pouvoir par la force. Le dialogue initié par la CEDEAO et l'Union africaine semble porter ses fruits. Les deux organisations africaines ont obtenu l'autorisation de déployer une force sur le terrain dans le but de protéger les institutions étatiques du Mali. Si nous réussissons à convaincre les rebelles du nord du pays à venir vers nous et à participer au gouvernement, et si nous arrivons à éradiquer les activités criminelles qui ont cours au nord du Mali, alors il peut y avoir besoin d'y aller en tant que force. Combattre le terrorisme et sauvegarder l'intégrité territoriale demeurent deux priorités essentielles pour les membres du Conseil qui ont encouragé à une plus grande coopération avec les autorités chargées de la transition démocratique du pays. 107 000 Maliens au moins sont arrivés au Burkina Faso depuis le début de l'année. Ils ont tout abandonné pour échapper au conflit dans le nord du Mali. Ils ont dû marcher pendant des jours avant d'accéder aux zones sécurisées. Rechatou est arrivée au camp en février dernier. Elle a fui son village avec 23 membres de sa famille, un âne et 400 chèvres. Même si malheureusement la plupart de ces animaux sont morts de déshydratation en route. Il lui a fallu toute une journée à Rechatou pour construire son propre abri à cause du chapardage du bois qui prend du temps. La chose la plus importante est que je suis en sécurité ici. Nous avons un besoin urgent de médicaments. Heureusement que nous avons de l'eau potable. C'est un grand soulagement. Mais nous avons besoin de fournitures maintenant. Une grande majorité de ces réfugiés sont des Touaregs. Ils sont nomades et habitués à la vie dans le désert. Mais tous, comme Oumé, ont peur des groupes armés islamistes. Les islamistes sont arrivés dans ma ville. Ils ont imposé de nouvelles lois. S'ils soupçonnent une personne de toucher un téléphone, ils peuvent lui couper la main. Les islamistes disent qu'ils ne reconnaissent pas les frontières et qu'ils prendront toutes les villes où les musulmans vivent pour leur apprendre l'islam. Ces réfugiés ne pensent pas retourner de sitôt au Mali en raison de l'instabilité politique. J'ai vu des gens se faire tuer. Je ne voulais pas attendre que ce soit mon tour. Je suis un être humain. J'ai eu peur pour ma vie que la charia nous soit imposée. Je ne peux pas suivre ça. Je travaille, j'ai des amis et une femme. Si on m'avait pris en train de vous parler, 2 femmes, on nous aurait tous tués. Si une femme perd son voile, elle est battue. Il y a tellement de choses, je ne pouvais suivre les islamistes. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le nord du Mali et je suis venu ici, à pied. Le Haut Commissariat aux réfugiés affirme avoir besoin de 153 millions de dollars pour fournir des abris, de la nourriture et des soins aux réfugiés. À ce jour, il n'en a reçu que 49 millions.
La riposte promise par le président égyptien après la mort de 16 gardes frontières dans une attaque attribuée à des islamistes n'a pas tardé. L'armée égyptienne a lancé hier des frappes aériennes dans le Sinaï, une première depuis des décennies. Une vingtaine d'islamistes présumés auraient été tués. L'attaque a été saluée par le premier ministre égyptien. Le gouvernement soutient entièrement les forces armées et la police dans l'affrontement contre ceux qui menacent la sécurité de l'Égypte. En premier lieu, il y a quelques jours, nous avons commencé par déployer nos forces et récolter des informations. Hier, l'opération a commencé. Quand nous avons fini notre réunion tout à l'heure, elle était encore en cours. Le Conseil militaire fera une déclaration pour donner des détails sur le développement des opérations. L'attaque à l'origine de la riposte s'est produite dimanche dernier près de la frontière avec Israël. Elle aurait été appuyée par des tirs de mortier depuis la bande de Gaza. Une situation embarrassante pour le Hamas qui contrôle ces territoires. Selon les autorités égyptiennes, le Hamas soutient toutefois l'opération de l'armée dans la zone. Dr Ismaël Haniyeh, l'un des leaders du Hamas, m'a appelé pour m'assurer qu'il soutenait notre position sur la sécurité et les frontières égyptiennes. Après l'attaque du Sinaï, l'Égypte avait aussitôt fermé le passage de Rafah, unique fenêtre extérieure de l'enclave palestinienne non contrôlée par Israël. Une décision qui a semé la panique auprès des habitants de Gaza. Ces derniers ont déjà des difficultés pour se ravitailler en produits de première nécessité. Au Gabon, les forces de police nationales sont priées de marcher au pas et de rentrer dans les rangs. Hier, lors d'une cérémonie à l'école de police dans la ville d'Ovendo, 444 policiers ont été élevés au grade de sous-officier. Une attitude exemplaire est requise de la part des promus. Le policier fait partie de la société gabonaise. Le policier n'est pas exclu du respect des lois et règlements de la police. Le général Mistoul a passé en revue la tenue de ses troupes. À la fin de la cérémonie, des cris de joie et d'encouragement ont accueilli les nouveaux sous-officiers. Dans son discours, le chef de la police est revenu sur les obligations des agents, notamment vis-à-vis de la population. Certains comportements continuent de dévaloriser l'institution. Récemment, 3 policiers ont été contraints de quitter la fonction publique pour mauvaise conduite. Faites-vous violence pour éviter de recevoir des décisions ou des décrets portant radiation des effectifs des forces de police nationales. Ça, je ne vous le souhaite pas. Parce que derrière vous, vous avez une femme et des enfants. Depuis sa prise de fonction en janvier dernier, le général Léon Mistoul poursuit les réformes au sein de la police gabonaise. Les drapeaux en berne, des fleurs et de nombreuses affiches, mais aussi des danses pour rendre un dernier hommage à Jonathan Mills. Les funérailles du défunt président ghanéen prévues sur 3 jours ont débuté hier, 2 semaines après sa mort. La dépouille est exposée dans le complexe qui abrite le Parlement pour que chacun puisse venir se recueillir. Aujourd'hui, les portes étaient même ouvertes au public. Jonathan Mills sera enterré demain vendredi, non loin de la présidence. C'est le président intérimaire John Dramani qui présidera les cérémonies. Au moins 16 chefs d'État africains sont attendus pour la cérémonie, mais aussi de nombreux hauts responsables étrangers, comme la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, en tournée sur le continent. Jonathan Mills, qui dirigeait le Ghana depuis 2009, est décédé le 24 juillet dernier à l'âge de 68 ans suite à un cancer. Après sa mort, la mémoire de cet homme décrit comme humble et intègre avait été saluée par le monde entier. Sous sa présidence, le Ghana a vu non seulement son économie fleurir, mais aussi sa démocratie se consolider. Tous les matins, Ricardo Montero traverse les rues d'Uidje au nord-est de l'Angola pour se rendre à son lieu de travail. J'ai appris comment travailler avec l'acier pour fabriquer des portes et des fenêtres de la même manière que mon instructeur m'a montré. À 26 ans, Ricardo a contracté la polio durant son enfance pendant la guerre qui a ravagé son pays. Il s'est réfugié en ville car au village, il était rejeté par sa famille. L'Angola est un des derniers pays où la poliomyélite était endémique. La maladie y est aujourd'hui éradiquée depuis près d'1 an grâce aux efforts déployés par les partenaires de développement et à la participation de la communauté dans des campagnes de vaccination efficaces. Ajuda e contributo que a Pastoral da Criança tem dado
La grande contribution de la pastorale d'Acriança, c'est que les mères nous laissent entrer sans problème dans leur maison. On peut donc mieux expliquer aux parents l'importance pour leurs enfants de recevoir les vaccins. Toutefois, un groupe d'experts nommé le Conseil de surveillance indépendant rappelle que Luanda, la capitale du pays, reste un foyer naturel de la polio en raison des très mauvaises conditions d'hygiène et des infrastructures inadaptées. Aucun cas de polio ne doit avoir été signalé pendant 3 ans pour que l'Angola soit certain d'avoir définitivement éradiqué la maladie.